Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouvel épisode de la lumière pop de la semaine, celui sur la semaine 47 qui s'est écoulé du 17 au 23 novembre. On continue de rattraper notre retard petit à petit, ça va, on avance. Je n'ai finalement pas pris le temps d'enregistrer hier, je préparais ma rentrée tranquillement, et j'ai mis longtemps à me motiver parce que je me suis réveillé tôt pour me préparer pour la rentrée. Mais là, en rentrant du boulot, j'ai l'énergie, on va dire que je vais la trouver, pour enregistrer au moins un épisode, ce sera déjà ça de prix. D'ailleurs, petit truc rigolo, ça fait 7 ans aujourd'hui que l'aventure Komorebi a démarré. J'étais à la base un tweetos, puis j'ai abandonné. Après j'étais blogueur, puis j'ai abandonné. Après j'étais youtubeur, puis j'ai abandonné. Après j'étais streamer, puis j'ai abandonné. Maintenant je suis podcasteur, et je suis pas régulier. Tu m'étonnes que ça soit compliqué, d'avoir quoi que ce soit là depuis 7 ans avec, ce rythme et ces, médias tout à fait, aléatoires. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein. Ça m'a fait rire, je viens de regarder vite fait, mon, document Excel, sur, les lives que j'ai fait avec leur date, leur durée, tout ça. Donc il y a eu, littéralement, 0 live depuis que je suis en poste, en intérim depuis début juin. Je suis remonté en arrière, voir combien de lives j'avais fait pendant la période de chômage. On était à un peu moins d'une dizaine par mois. Et pendant mon poste précédent, on était à 0 live. Assez étonnamment, on dirait que faire des lives, c'est pas trop compatible avec, le fait d'avoir un métier, normal à côté. Ceux qui arrivent à enchaîner les 2, ils ont une sacrée force morale, dis donc. Sacrée force mentale d'ailleurs, parce que ça n'a rien à voir. Et hier, avant de m'endormir, en plus de ne pas du tout, avoir envie de reprendre le boulot, bien évidemment, classique, déprime de fin de vacances, je me suis pris un gros coup de nostalgie. Ça m'arrive, assez régulièrement, notamment par rapport à l'enfance. Là, c'était la première fois que ça m'a eu au niveau, de l'adolescence. C'était particulier. En même temps, bah, c'était le premier moment où je me posais sans son, sans rien à faire, sans, télé allumée, sans escade, sans rien, depuis, un sacré moment. Parce que généralement, je m'endors assez vite ou en faisant autre chose, pas comme ça en me forçant à m'endormir tôt. Et donc j'ai eu le temps de me prendre un gros coup de nostalgie, lié au fait que j'ai regardé la fin de Stranger Things, dont nous parlerons dans quelques épisodes de ça. Je suis pas un grand fan de la série, je suis pas un grand fan de la fin, il y a que la saison 3 qui sort vraiment du lot pour moi. En même temps, bah, c'est celle qui plaît le moins aux gens, donc si moi la série me plaît pas plus que ça me semble logique que ce soit cette saison-là qui me plaise le plus. Mais ça m'a ramené en 2019, parce que c'est été 2019, donc il y a quasiment 7 ans que j'avais, démarré cette série. Ça va, ça aurait pu être un retour en arrière de 10 ans, là c'est que de 7, mais ça m'a fait un coup dur. Ça m'a rappelé par exemple que, How to Get Away with Murder et BoJack Horseman, 2 de mes séries préférées, all time, se sont toutes les 2 achevées au bout de 6 saisons à l'été 2020, donc il y a bientôt 6 ans, et que je n'ai pas regardé le moindre épisode de ces 2 séries depuis. Ça fait un coup au moral. Et donc ouais, ces 2 flashbacks sériestiques m'ont ramené à cette période-là, où je commençais à connaître un petit Komorebi, où j'avais, aucun des amis que j'ai actuellement, où j'avais pas repris l'escalade, et donc je faisais aucun sport depuis où je commençais à peine mes études sup en sachant pas ce que je voulais faire après. Bon ça a pas trop bougé, on est plus en études sup, mais il y a toujours, la même, questionnement derrière. Mais bref, ouais, intro, peut-être bizarre pour un épisode, mais j'avais besoin de parler, c'est aussi à ça que sert, ce journal. On va parler des 7 mangas que j'avais lus entre le 17 et le 23 novembre. C'était pas une bonne semaine. Oh non. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler dans cet épisode, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Bon visionnage! On va encore commencer par mon œuvre préférée de la semaine. Ça serait bien qu'on arrête de faire ça, parce que c'est pas bon pour le watch time, et moi ça fait pas plaisir non plus, tu vois, je commence par un truc que j'aime bien, et d'ailleurs je fais que être ronchon, ronchon, ronchon. Mais j'ai lu le volume 25 de Kengan Omega, et j'ai passé un bon moment.
Comme d'habitude, les volumes de Kengan arrivent par 4 tous les quelques mois. Je dirais qu'il y a des gros écarts en ce moment entre, par exemple, cet envoi-là et le suivant, parce qu'on est à jour sur la parution quasiment. On attend que ça sorte, puis on les envoie, donc ça prend un peu de temps, c'est pour ça. Parce qu'avec les rythmes de Meian, on a rattrapé Kengan, Ashura en entier et on a rattrapé Kengan Omega. Ce qui fait qu'on a un rythme assez lent maintenant, comme avec Kingdom. Et donc, ouais, Kengan Omega, c'est assez, compliqué. Ça part, juste d'un manga, de bagarre avec des tournois inter-entreprises par, guerrier interposé. Là, c'est beaucoup plus, chargé. Dans ce volume-là, on a, des discussions entre, la Vermine, donc qui est, le grand groupe, secret, ennemi, avec les différentes familles. Donc il y a plusieurs familles qui bossent que pour elles-mêmes et qui ont leurs petits secrets, leurs petites méthodes personnelles. Celui qui lit, littéralement, bah, la connaissance de tout le monde, parce qu'il traîne dans tout ce qui est, gangster, depuis un sacré moment et qu'il a un sacré pouvoir. Et apparemment, ça nous met en place une faille à exploiter pour pouvoir ne serait-ce que commencer à l'amocher. Je ne me souviens plus du tout de ce que peut être cette faille, mais écoute, si je dis qu'elle existe, c'est qu'elle doit exister. On a donc le droit à une longue discussion pour, créer un plan afin de l'affronter et pourquoi pas de le battre. On a des entraînements, on a des conseils, on a des discussions entre les personnages. Derrière, Kazuo, donc le chef d'entreprise qu'on suit depuis le tout début, comprend enfin le secret et la véritable nature de celui qui lit. Il est trop malin, il arrive même à réfléchir quand il est en danger et en situation de stress direct. Il est très cool à suivre et on comprend pourquoi est-ce qu'il a besoin de 2 clones, qu'on connaît maintenant et justement on se questionnait de pourquoi besoin de 2 clones quand tu es tout seul? Est-ce que c'est pour créer une sorte de compétition entre eux, pour prendre le plus fort? Un peu, mais c'est surtout lié à son secret qui est trop. On voit, Rollon Donner, un ancien croc, donc un ancien, garde du corps extrêmement fort, qui est justement trop fort. Je sais plus ce qu'il fait dans ce volume-là, mais c'est le cas. Et surtout, ce que j'aime dans ce volume-là, c'est la philosophie du gros méchant, donc de celui qui lit, qui, se dévoile un peu plus et qui avance un peu plus dans ce volume-là. C'est bordélique, il y a plein de choses dans ce volume, c'est verbeux, il parle beaucoup, mais ben, c'est extrêmement important pour faire avancer et expliquer les nombreux fils rouges qu'il y a depuis le début de Kengan Omega. Un joli A. Ensuite, j'ai continué cette découverte avec le volume 26 de Kengan Omega. On assiste à un nouveau tournoi qui arrive avec seulement 8 participants. J'aime bien, je vois bien la construction de ce manga-là. Le précédent, c'était un énorme tournoi avec énormément de participants et ça a pris toute la série. Là, on a eu le droit à plusieurs tournois à 8, maximum 16 dira-t-on, qui fait qu'on a eu pas mal de tournois différents avec des enjeux différents, avec des personnages différents, c'est cool et c'est moyen de changer un petit peu et de parler plus souvent de trucs annexes au tournoi. Et ici, donc tournoi à 8 participants avec 7 associations de combat différents dans le but de trouver ne serait-ce qu'une personne au niveau de celui qui lit pour pouvoir l'affronter. On commence avec Kaolan et Arashiyama, qu'on connaît tous les deux. Un parce qu'il est là depuis la série précédente et un parce qu'il est là depuis le premier tournoi de cette série-là. C'est donc de la boxe contre du judo. Je trouve le combat intéressant et malin, parce qu'il y a un gros boulot sur l'anticipation de ce que va faire l'autre. On l'a déjà un peu vu, mais bon, bah, c'est cool à prendre. J'aime bien cette façon d'être un peu dans le stress et de savoir, j'attends que l'autre fasse ça pour pouvoir le piéger, mais en même temps, il allait être en attente que moi je fasse ça pour me piéger moi. Et ça fait un gros boulot mental, un gros boulot stressant, c'est rigolo et ça change de la juste baston purement violente. Parce que sinon, en dehors de ça, il y a, ben, la puissance
et la vitesse du corps à corps du boxeur contre la vitesse et la puissance des prises du judoka. Et on a un beau retournement final pour pouvoir gagner sur le fil. Derrière, on a un combat avec Kitagawa, qui est celui sur la couverture si je ne m'abuse, et Sakigake. Là, c'est pour présenter un peu le bordel, sans technique et sans méthode, contre la beauté du geste et du mouvement. Il y a beaucoup de résistance, ça finit sur un coup, un peu comme d'habitude, mais c'est très bof comme présentation pour de nouveaux personnages, je trouve. Et bah, c'est déjà la fin du volume. On a le droit à 2 combats, un qui est bon, un qui est assez peu intéressant et pour le coup, ben, dommage vu que c'est pour 2 nouveaux personnages. Oh non, l'erreur! J'avais mal mis la couleur pour la lettre du volume précédent. Là, sur le format vidéo, j'ai écrit la petite lettre de la note, en haut à droite pour vous et normalement B, c'est en jaune, pas en orange. Oh non, l'épisode est foutu, faut que je recommence du début, je pense. Du coup, ensuite, j'ai lu le volume 27 de Kengan Omega. C'est celui que j'ai le moins aimé des 4. On a continué notre petit tournoi avec 3 combats cette fois-ci. Les 2 derniers quarts de finale pour présenter les 8 concurrents et la première demi-finale. Tout d'abord, on a Kano contre Julius, 2 personnages qu'on connaît depuis la série précédente. Assez le principe que le croc Kano soit un peu le moteur de l'évolution de toute cette génération. Il l'a perdu 2 fois récemment, ça le met en rage et il le fait réfléchir sur lui-même. Du coup, il évolue, et à chaque fois qu'il évolue, ça entraîne un cercle vertueux. Il fait évoluer ses adversaires, qui le forcent à évoluer encore plus en retour. C'est intéressant de ce côté-là. Le combat lui-même, il n'y a pas grand-chose de spécial parce que les deux, on les connaît bien. Et il y a toujours ce même principe de vouloir nous avoir en retournant la prise finale de l'adversaire contre lui-même pour le défoncer avec et faire bah non, j'ai gagné, tu ne t'attendais pas, hein. On a compris. Derrière, on a Sakigake qui a perdu sur le match précédent, qui se fait ridiculiser en dehors des combats. Ça apporte pas grand chose de plus. Juste, bah, ça dit que ce nouveau personnage a une vie en dehors des matchs, une vie de merde, où il se fait rétamer et ridiculiser. Bah, tant mieux pour lui. Ensuite, on a Rollon contre Ramon. Le collège qui fait du foot, bien évidemment. C'est par rapport à Inazuma Eleven, mais c'est Raymond, donc ça marche pas très bien. Mais comme je vais commencer à la faire, bah, je vais aller jusqu'au bout, quoi. C'est inintéressant au possible. Franchement, les 3 nouveaux personnages de ce tournoi ne sont pas gâtés du tout. Parce que ben, Kitagawa et Sagigake, il y en a un qui sert à rien et l'autre qui du coup est la bonne surprise de ce match. Et là, face à Rollon, qui est un combattant super fort apparu dans ce manga-là, et ben, il se fait rétamer facilement, sans pouvoir rien raconter et sans pouvoir rien faire. Ouais, ouais, ouais. Et derrière, on a la première demi-finale, avec Kaolan, qu'on connaît donc bien, qui fait de la boxe, qui sait se battre depuis un sacré moment, et Kitagawa, donc le nouveau qu'on a découvert dans ce tournoi-là. On a donc de la puissante boxe de loin, contre de la lutte et un piège au niveau du jus de jambe, ce qui est un peu toujours le même type d'adversaire qu'il affronte. En même temps, pour essayer de contrer sa boxe, c'est peut-être mieux de pas rentrer dans son jeu. Mais bon, bah, ça fait qu'on a des combats qui se ressemblent assez souvent avec ce personnage. C'est vraiment pas le plus intéressant des volumes. Les 3 matchs sont pas les plus passionnants. J'aime bien le fait que la nouvelle vague se lance, parce que j'adore le cinéma. C'est la nouvelle vague. Mais pour le reste, les 2 nouveaux persos qui restent, pas très développés. Les combats racontent pas grand-chose. En même temps, il y en a eu maintenant des combats dans ces 2 œuvres, donc c'est compliqué de trouver des points intéressants à soulever. Dans le style de combat, je comprends, sur les personnages, c'est plus dommage. Après, ça se lit bien et ça va vite, hein, mais c'est un chouille vain.
donc un méchant C. On va passer la moitié de l'épisode avec ce volume-là, puisqu'ensuite j'ai lu le volume 28 de Kengan Omega, le dernier de cet envoi et le dernier donc avant un petit moment. Il nous reste 2 combats pour terminer ce tournoi. Tout d'abord, la deuxième finale, Kano contre Rollon. Est-ce que c'est pas déjà le combat qu'il y avait eu au tournoi d'extermination? Je ne sais plus, mais ça doit y ressembler vu que techniquement c'est les 2 plus forts des 2 plus grosses organisations, de combat clandestins. C'est surpuissant, c'est complet, c'est rapide, les 2 sont surpuissants, ça marche bien de mettre des personnages aussi similaires, qui s'affrontent. La seule différence est, dans les défaites. Kano en a subi beaucoup plus, récemment, ce qui lui a permis de réfléchir, de bosser, de se surpasser, d'apprendre et d'en vouloir, énormément. Il chope, sa victoire avec une sacrée puissance et délivre un sacré cri. Le combat est plutôt cool à lire, parce que c'est puissant et parce que la victoire fait du bien à Kano. Ensuite, on a la finale entre Kano et Kaolan, les 2 qu'on connaissait littéralement déjà le plus avant le tournoi et qui sont donc toujours largement ceux qu'on connaît le plus après le tournoi. Les 2 sont déjà de base, épuisés et violentés, pardon, avant même, le combat. J'ai écrit: «Ils continuent en boucle, virgule, leur vie». Sans doute parce qu'ils doivent parler de leur vie, que toute leur vie c'est le combat, c'est la victoire, c'est se donner à fond pour ça. Et qui sont prêts à continuer en boucle. Ils se font, défoncer la gueule très largement, l'un par l'autre, ce qui leur coûte, énormément à tous les 2, mais ils sont toujours là à vouloir avancer. C'est le genre d'esprit et de corps, bien évidemment, dont, le manga a besoin pour pouvoir, affronter celui qui lit. Et à côté de ça, on retrouve, Koga, notre personnage, principal, qui, a bien avancé son entraînement, qui est devenu bien plus fort et qui éclate, super facilement le personnage qu'on voit en couverture du volume, Yumi Gahama, dont je n'avais, aucun volume et qui est un vieux croc du tournoi de l'extermination, dont je n'avais aucun souvenir. Là, il l'éclate facilement. Voilà, c'est tout. C'est globalement un arc, bizarre et pas très poussé au niveau de ces 8 personnages et des combats qu'ils ont à nous montrer, alors qu'il y en a quand même, 7 à se taper en 3 volumes. En même temps, le seul but global, c'est, d'emmener, tout le monde vers le haut, à la poursuite du meilleur corps, du meilleur combattant, mais surtout à la poursuite factuelle de celui qui lit, qui pour l'instant paraît toujours intouchable. Mais bon, un arc entier, autant de personnages pour ça, peut-être qu'il y avait moyen de raccourcir ou de présenter de meilleurs nouveaux personnages. Donc un B. Ensuite, j'ai lu le dernier, volume de la collection Cours au savoir en date, celui sur Alan Turing, sous-titré, «Pionnier de l'intelligence artificielle». C'est seulement le troisième qui est plus, biographique que, philosophique. C'est seulement le quatrième plus autobiographique que philosophique. Les précédents ne m'avaient pas marqué plus que ça, mais ils faisaient partie des premiers cours au savoir, que j'avais lus. Les 3 étaient dans les 10 premiers, dira-t-on, que j'ai lus. Ce qui doit me faire penser qu'ils étaient plutôt raisonnables en qualité, sinon j'aurais peut-être pas poussé plus loin dans la collection. Même si, me connaissant, j'ai jamais abandonné une série en cours, donc bon, bah, ça veut un peu rien dire sur la qualité, hein, finalement. Ça m'a questionné ce volume-là, parce qu'au final, ben, c'est très court ce qu'on a sur, Turing en lui-même et c'est assez étonnant pour une autobiographie enfin pour une biographie pardon, sur, lui. Le personnage est bien solitaire, bien seul et bien, bizarre. Les 3 sont évidemment un peu liés, mais, même malgré ça, il n'en reste pas moins, sacrément malin
et sacrément aimé par des bons potes et parfois un peu plus si affinité aussi possible. Mais, une fois qu'il l'est présenté, ce qui prend même pas la moitié du volume, on a, quasiment que des maths. J'aime beaucoup les maths. C'était une de mes matières préférées. Ça me manque un peu. Mais bon, peut-être que en donner autant et être aussi peu pédagogue là-dedans, c'est un peu relou et un peu long. Alan Turing est essentiel pour la Seconde Guerre mondiale, pour, l'IA, pour, les ordinateurs, mais avec sa vie présentée comme ça et ce focus-là, ça fait assez vide au final. Il perd son premier amour, c'est dur, d'autant plus quand tu es une personne, homosexuelle à cette époque-là et que tu es déjà bien seul et solitaire de base. Mais, ça lui permet de se relever plus fort et plus avenant et c'est à peu près tout ce qu'on a sur lui. Ce qu'il a réussi à faire, c'est génial. Qu'il soit homosexuel à cette époque-là, c'est génial, mais c'est peut-être pas suffisant pour en faire une biographie complète ou pas centrée sur ces sujets-là, je sais pas. Et au final, bah, je me retrouve avec un volume sur lequel je ne sais pas quoi dire du tout, alors que le film est sacrément bien. Hem, Jamais je vais retrouver le nom, avec Benedict Cumberbatch, Imitation Game, bien sûr. J'avais pas non plus passé un moment, exceptionnel, mais c'était quand même bien mieux et plus intéressant, avec un focus finalement assez similaire, mais une forme bien meilleure. Donc un vilain C. Ensuite, j'ai lu un autre volume de la collection, Cours au savoir. Les volumes se suivent et les notes se ressemblent, parce que ici c'était aphorisme sur la sagesse dans la vie. Un sujet, philosophique porté à la base par Arthur Schopenhauer, bien sûr. On, suit, littéralement un philosophe dans le volume qui, n'abandonne pas, qui écrit et qui partage tout ce qui compte pour lui, jusqu'à super tard, dans sa vie, sans, aucun, succès. Ce qui questionne, beaucoup de monde, lui, ses potes, les inconnus, sur, ce qu'il doit faire, sur, savoir si c'est une bonne chose ou pas de partager ce qui nous intéresse, quitte à pas avoir un succès, viser quelque chose de plus de succès ou juste, abandonner. Mais en même temps, ben, ça marche quand, il y a le bon public, la bonne résonance. Donc bah, comment savoir, quand arrêter ou sur quoi parler, tu vois? L'important, c'est, de trouver sa personnalité, de la connaître, de la bosser, de la mettre en valeur. Tout ça, c'est le premier chapitre et c'est assez intéressant et c'est des sujets qui me parlent bien, donc je prends. La suite, par contre, ça se traîne, pour une rivalité, pas intéressante et que j'ai, 100 oublié. Il me semble juste que c'est un autre prof qui a du succès et ses cours, ont du monde, contrairement à ceux de Schopenhauer. Mais bon, bah, c'est pas grand-chose de plus. Et au final, ben, tout ça pour, donner, 100 raison à Schopenhauer et le laisser mourir tranquille. Est-ce que, parce que tu fais des efforts toute ta vie, parler de ce que tu es avec ta personnalité, il faut forcément une récompense? Je suis pas sûr. La vie, c'est pas que comme ça. Et surtout, bon, au niveau du propos et de la philosophie, ça raconte pas grand-chose de plus. Si ce n'est que, hey, tant que t'es toi et que tu bosses, bah, c'est bon, hein. Même si tu pas de succès jusqu'à la dernière seconde, à la fin, tu auras tout ce que tu veux. Ça commence bien pour du cours au savoir, mais alors la suite, c'est soit vide, soit je suis pas d'accord du tout. Et c'est assez dommageable. Donc encore une fois, un vilain C. Ensuite et enfin, j'ai lu un nouveau volume des chefs-d'œuvre de Lovecraft, avec le premier volume, des Montagnes hallucinées. Je suis moins convaincu que par le précédent dont on a parlé, dont je me souviens tout à fait du nom. Franchement, si vous me faites confiance, vous savez très bien chercher dans la mémoire et pas dans mon fichier. Si je me souviens bien, il s'agit de
dans l'abîme du temps. Heureusement que j'ai une bonne mémoire. Oui, les montagnes hallucinées m'a un peu moins plu. Peut-être un peu trop de personnages et un petit peu trop, de choses directes. Et encore, pour l'instant, c'est plutôt tranquille par rapport au volume suivant. Petit teasing pour l'épisode de la semaine prochaine. On suit une expédition, en Antarctique, ce qui est déjà, quelque chose de, difficile de base. Donc, imaginez dans le monde de Lovecraft. Au loin, pendant leur vol, pendant leur petite démarche, pendant leur avancée, ils découvrent des lieux lointains et étonnants, encore plus en Antarctique, avec des corps morts. Ça arrive, hein. Il y en a plein en Bretagne, des corps morts. Ces découvertes, ça crée des grosses dissensions, parce que c'est stressant, parce que ça fait peur, parce que ça peut donner des objectifs différents au sein de l'équipe, et ça fait donc monter la tension. Derrière, on a une équipe qui disparaît, l'autre qui enquête donc sur les dangers qu'il peut y avoir sur place et sur la disparition de l'autre groupe. Les personnages sont obsédés dans tous les sens. C'est un truc récurrent dans le monde de Lovecraft. Les découvertes sont perturbantes. Soit ça te brise, soit ça t'obsède pour que tu cherches ça en boucle jusqu'à créer plus de peur, plus d'incompréhension, ramener limite le problème encore plus fort et te détruire. Les monstres de la semaine sont des sortes de démogorgons, à défaut de meilleurs mots, bien étranges, autant physiquement qu'au niveau de la civilisation. On a le droit à quelques questions sur le bien fondé de la mission, des découvertes, du danger à affronter. Ça marche bien, mais c'est pas poussé beaucoup plus loin et c'est dommage vu la longueur et le fait que c'est en 2 volumes, que ça ne soit pas beaucoup plus poussé. Au moins l'ambiance est plutôt bonne, c'est assez décevant avec tout ce potentiel de n'avoir au final donc un B. Et voilà, fin de l'épisode qui devrait être plutôt court je suppose, sans doute un peu moins que la petite demi-heure des autres. Après, j'ai enregistré 53 minutes, mais j'ai fait pas mal de pauses par-ci par-là, parce que je suis pas du tout constant dans mon travail. Mais on avance! Là, c'est le 47, qui va donc sortir prochainement. Et derrière, il reste 48, 49, 50, 51, 52, et le 1 qui est maintenant terminé cette semaine-là. Donc techniquement, j'en ai toujours 6 de retard. Techniquement, le 1 est censé sortir dimanche qui arrive. Si je fais les 6 d'ici dimanche, le 6e est pas en retard. Donc j'en ai 5 vraiment en retard. Plus ça serait bien peut-être de faire un petit bilan annuel, un petit épisode spécial. On verra bien si je me motive à le faire ou pas. Et si je rattrape assez vite le reste pour pouvoir le faire. Mais bref, on se retrouve... non, pas du tout ça dans l'ordre. N'hésitez pas à me dire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode, à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. On se retrouve au minimum dimanche prochain à 15 h. Peut-être plus tôt en fonction de mon rythme de travail, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt!